Salabi. Bienvenue à tous et à toutes à Un regard dans l'abîme. C'est la première émission qu'on a imaginée avec Jules, que ça va consister en un podcast mensuel. On va vous essayer de présenter des petites chroniques de tous ceux que ça nous intéresse autour des cultures de l'imaginaire, tout genre confondu, soit des livres, des comics, des GDR, parce que moi forcément je vais présenter toujours des GDR en comptant que ma chaîne principale c'est un jeu de rôle, mais pas que. C'est une idée que nous est venue pour la petite histoire. C'est Jules d'ailleurs qui me l'a montré, un podcast très intéressant qui s'appelle 152. À peu près consistant en ça, grossièrement. Ouais. C'est juste qu'il fait des années qu'ils le font, qu'ils s'entraînent, qu'ils font des chroniques superbes sur des films surtout. Personnellement, la chose que je trouve plus intéressante, c'est celle qui parle des films des années 70, de tous les giallo, tout ça. Mais il y a plein d'autres choses. Donc, si quelqu'un nous écoute, merci. En tout cas, on essayera d'envoyer les liens. Quoi qu'il en soit, même si nous ne s'écoute pas, peu importe, ça nous a influencé, nous a donné envie de faire ça et de faire un truc différent. Là, je vais parler sur ma chaîne, reprendre sur ça. Les détentes GDR, s'il y a quelqu'un qui l'a vu, c'est un format très spécifique des digressions, parce que je ne peux même pas l'appeler des débats, des digressions complètes. Et là, on avait envie de vous faire autre chose, de vous partager nos goûts, nos habitudes, ça qui nous a fait plaisir, ou pas, parce que peut-être un jour on parle d'un truc qui ne nous a pas plu, et pourquoi, d'ailleurs. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a déjà assez à parler de ça qui nous plaît, comme pour le voir. Donc, Jules, c'est la première fois qu'il m'accompagne. C'est ça, première fois sur YouTube et en podcast, du coup. Mais bah, c'est démerdé, il n'y a pas de souci. On va essayer. Déjà, c'est déjà bien qu'il n'y a pas quelqu'un, qu'il y a toujours quelqu'un avec moi, qu'il n'y a pas mon accent, comme ça, il y a quelqu'un qui comprendra quelque chose. C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, sans plus, je vais commencer pour la première chronique que je voulais vous présenter. Cette fois-ci, je vais vous parler de ces vocales-là, pour ceux qui voient la vidéo. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, il s'agit de l'adaptation en comics de Dracula de Bram Stoker. Pourquoi je parle de ça? C'est pas un comic de maintenant, sa parution, ça date de 1992. C'est parce que, bon, je ne vais pas cacher que Dracula, c'est mon film préféré, clairement. Pas juste déjà pour ses qualités qu'on pourrait parler longuement, il y a plein déjà de chaînes qui en parlent, des films, et que j'adore. Il y a un côté nostalgique qu'on ne peut pas négliger. Mais au-delà de là, c'est un film déjà qui a plein de codes dedans. Que c'est un film qui parle de l'histoire de Dracula, mais aussi c'est un hommage au cinéma. Pour sa façon de faire, pour sa façon d'opérer, pour sa façon de tourner certaines scènes. Déjà, les choix artistiques qui ont été faits pour ce film-là, autant visuels que des vestuaires, que des mises en scène, que des effets spéciaux, tout ça confondu. Coppola, avec ce film, et en plus, je pense qu'à ce niveau-là, il n'avait rien à montrer. Il a été déjà plus que mis en valeur pour tous les films qu'il avait opérés. Mais là, il a fait un tour de force encore plus long. Clairement, à l'époque, moi, ça arrivait sur un moment, c'était les années 90, que ça m'a complètement chamboulé, ça m'a marqué, ça m'a complètement ému. Et pourtant, les livres de Bram Stoker, je ne l'avais pas lu à ce moment-là, je l'ai lu après. Pour ceux qui ne connaissent pas les livres, l'histoire des films de Coppola, c'est peut-être celui qui est le plus proche, mais qu'en même temps, il s'est pris le plus de liberté sur les personnages. Parce que, une chose qui est importante à dire, c'est que dans l'histoire de Bram Stoker,
bon, les personnages de Dracula, c'est déjà comme il est dans les films, mais toute l'histoire d'amour, il est complètement secondaire. Il est très effacé dans les livres. C'est la motivation, hein, c'est clairement la réincarnation de son épouse suicidée, etc. C'était ça, mais c'était survolé. Il y avait l'importance qui était sur autre chose. Et sur les films, ils sont focalisés sur ça. Il a donné une totalité complètement différente. Mais revenons aux comics. Pourquoi j'ai vraiment apprécié cette comics? Cette comics, déjà, il est scénarisé pour Roy Thomas, ou Roy Thomas, je ne sais pas comment on le dit en français. Et surtout, il est dessiné pour Mike Mignola. Mignola, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'imagine qu'il y en a, c'est les papas de Hellboy. Et ce n'est pas juste les papas d'Hellboy Comics, sinon aussi autant de films, même si c'est Guillermo del Toro qui a fait les films, il était derrière tous les films. Les derniers, je ne pense pas, j'en doute. Mais au moins les 2 films de Guillermo del Toro, il était derrière complètement, ça a été un boulot de ouf. Roy Thomas, c'était un scénariste, bon, c'est un scénariste de comics très réputé, plutôt de la Golden Age des comics, etc. Je ne vais pas l'enlever quand même des réussites sur les comics de Dracula parce que c'est quand même qu'il a écrit les scripts. Mais à l'occurrence, vraiment, c'était de l'adaptation, c'était une tâche, je ne vais pas dire facile, mais s'approcher un peu. Surtout que les comics, il est assez juste. Par contre, ça, ce qui m'avait chamboulé, c'est que la main de Mignola, il a donné tout un autre contexte aux comics. Pourquoi je dis ça? Si on prend les films en comparaison, les films de Dracula, chaque scène, il y a des références croisées, autant des critiques, des petits trucs cachés qu'on pourrait décoder. Ce n'est pas un film non plus à mystère, mais il y a plein de choses. Par exemple, clairement, les personnages de Van Helsing, il était créé en opposition. Clairement, quand tu prends les personnages de Van Helsing, il ne faut pas être un génie non plus pour savoir ça, mais la première scène où il y a les prêtres qui l'annoncent à Dracula, à Vlad à l'époque, en disant que sa femme s'est suicidée et qu'il ne pouvait pas être enterré en terrain sacré, c'était Anthony Hopkins qui était caractérisé des prêtres. Donc ce n'est pas pour hasard que ces symboles ils sont créés. Et dans les dessins de Mignola, c'est ça qu'on voit. Mignola, dans plein d'entretiens qu'il a parlé, il donne à son dessin, bon, pour ne pas surprendre celui qui suit la chaîne, Mignola, c'est un fan fou furieux de Lovecraft. Voilà. Donc lui, il pense le même que dans l'écriture, que des fois, surtout dans les terreurs ou même dans l'imaginaire, la clé est à ce que tu ne montres pas. Donc à son dessin, que dans un premier abord, on pourrait qu'on dise qu'il est un peu rude, c'est pas cette finesse des grands dessinateurs, des comics, où il y a tous les muscles super marqués, super stylés. Tout son style, il est basé sur les sombres. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans son œuvre, bon, là je suis en train de faire à l'intérieur Hellboy, donc forcément je ne vais pas parler. Sa main, sa plume, c'est magnifique. Vraiment, les niveaux de détail qu'il arrive, il est bien plus loin que ça qu'on peut sembler d'un premier abord. Et ça, sur l'histoire de Dracula, qu'il essaye de décoder ce langage qu'il avait été imprimé sur les films, ça l'a donné pour moi tout un autre contexte à cette comics-là. Je pense, si je ne peux pas me tromper, que ce n'est pas forcément des comics les plus connus de Mignola. À l'époque, en 92, c'était pas, c'était démarrage. Il avait fait avant, je ne sais pas si c'est avant ou après, il avait fait certains comics pour la série d'Alien, Salvation. Il est très bien, je l'ai quelque part par là. Et c'est que presque 10 ans ou 12 ans après qu'il a commencé Hellboy. Donc c'était vraiment sur son période vraiment de découverte où tous les artistes ils étaient en train de reconnaître un talent. Et en plus, Mignola, il faut dire que c'est un talent, non pas juste pour son dessin, c'est aussi pour sa plume. Parce que tant que scénariste,
il a su éplucher dans, là je parle actuellement de Hellboy et des autres choses qui sont arrivées, il a su aller chercher toutes ces sources d'inspiration, Lovecraft, Poe, etc. Il crée tout un univers différent tout en donnant cet aspect comics, pas des super-héros parce que clairement il y a un côté anti-héros dans Hellboy. Et ça, quand on prend cette comics de Dracula, autant qu'on prend Alien, autant qu'on prend des autres œuvres comme moi, on voit ses origines, on voit ses créations, on voit là où son dessin il a été fin, là où il a poussé au-delà de ce qu'il croyait. Parce que quand il y a des films de ce type, comme Dracula, là clairement, hein, je ne vais pas me cacher dans les sens quand j'aurais acheté ces comics, j'aurais été fou amoureux du film. Donc les merchandising, bon à l'époque j'avais tant de thunes, j'ai essayé de les sélectionner, mais je vais tomber sur des trucs comme ça, je dis bon c'est Dracula, j'achète quoi. Mais vraiment là, il y a plein de trucs qui sont pas dit, en quelque part j'ai aussi les scripts des films, c'est nous lâcher, l'avoir en bouquin. Mais là vraiment les tours de force qui donnent Mignola, c'est incroyable. Ça m'avait frappé à l'époque, ça m'a refrappé en préparant cette chronique. Tout cette ombre qui montre, c'est le style idéal pour ce film. Et j'ai pas qu'autre chose que de l'amour pour cette comics, pour que j'ai regardé cette semaine avant de préparer la chronique. Il est trouvable encore. Bon, il est sorti une édition blanc et noir il y a 300, une édition prestige qui est très bien. Celui-là, il est en couleur. Mais l'édition couleur, il est aussi très trouvable. Les couleurs sont magnifiques là. Donc, si quelqu'un ça l'a plu, je vous invite à aller les chercher. C'est l'histoire. Si vous avez vu Dracula, l'histoire vous allez bien découvrir. Mais juste que pour les dessins de Mignola, ça a volé des tours. Et voilà. Avec ceci, je pense que j'ai fini ma première chronique. Allez. Qu'est-ce que tu en penses? Tu les connaissais ou pas? Non, le comics, je ne connaissais pas. Le film, bien sûr, oui, je connais. Effectivement, c'est ordinaire d'une époque où il n'y avait pas encore le CGI et tout. Ils avaient sorti. Ben, il commençait à en avoir. Mais Coppola, il avait dit textuellement qu'il voulait faire les tours de force à des pannes utilisées. Voilà. Et je trouve extraordinaire. Il y a un rendu sur ce film qui est vraiment. Il y a une patte. C'est comme tu disais, la masterclass de Coppola, clairement. Hein. Et le comics, je connaissais pas. Et je pense que je vais regarder pour le prendre en français. Ouais. Parce que là, c'est la version espagnole. Mais les dessins, ça fait très Hellboy, justement. Le jeu de couleurs brutes, avec l'ombre brute aussi. Pas trop de nuances. Au niveau des couleurs, on retrouve un petit peu la patte qu'il y a sur Hellboy. Ouais, non, mais oui, en Hellboy, il a poussé encore plus loin la démarche. Oui, hein. oui. Et là, il y a un autre truc, il arrive à prendre. Je vais faire une parenthèse très courte. Sur l'intégral de Hellboy, il y a plein d'explications, il y a plein de petits articles qui fait Mignola au milieu, en expliquant ses processus de création, en expliquant même sur des comics qu'il a galéré à mort pour en finir. Et là, tu vois que c'est clairement le début de cette démarche-là. Bon, son dessin, sa patte, il était avant. Hein. Son style de dessin, c'était avant. Mais là, il commençait à développer. Et ça que j'ai encore, je vais me répéter, ça me frappe, c'est jouer avec ça qu'il n'est pas dit, ou dans ce cas, ça qui n'est pas dessiné. C'est comme les dessins, parce que tu prends les films, il y avait un photogramme ou une scène où il y a les fonds, les personnages, etc. Ici, tu prends les comics, presque toutes les scènes, sauf des très très particuliers, ils sont basés vraiment sur un personnage, et presque tout c'est fondu en noir. C'est plus recentré, en fait, le comics c'est plus centré sur les personnages. Tout à fait. Bon, il y a un peu des passages de tout, hein, mais vraiment les scènes, pour moi, c'est vraiment limite épuré à la limite, quoi. Mais dans cette aura du film, cette aura un peu mystique, romantique, ça collait à la perfection. Tu vois là les détails à la con, le miroir, c'est une scène du film, mais ça donne
tout un contexte, tout un autre contexte, à mon avis. Et effectivement, il faut savoir apprécier les dessins. Mais Oui, voilà. oui, non, mais c'est aussi plongé, mais c'est beau, bel ouvrage. Et voilà, et finalement ta chronique, qu'est-ce que tu veux nous en parler d'abord? Ben, moi j'aimerais vous parler dans un premier temps d'un bouquin aussi. On va parler d'un livre qui m'a marqué étant plus jeune et que j'ai relu exprès pour la première émission. Du coup je l'ai eu à deux âges de ma vie qui m'ont parlé à chaque fois. C'est Raphaël Dernier Jour. Raphaël Dernier Jour, c'est le titre français, puisqu'en France on aime bien changer, les titres originaux. Donc c'est d'un auteur américain qui s'appelle Gregory MacDonald, dont le titre original est The Brave, qui est sorti en 1991 aux États-Unis et qui est arrivé pour la première fois en France en 1996 aux éditions Fleuve Noir dans la collection Roman Noir. Et moi, l'ouvrage que j'ai pas pris, j'ai oublié, c'est dans la collection 10-18 et c'est un regard étranger, domaine étranger, qui était sorti un peu plus tard en 1998, il me semble. C'est un roman actuellement qui est trouvable neuf, je ne l'ai pas trouvé sur internet, mais il est aux alentours de 4 € sur Amazon et autres sites de merchandising. Sinon, un e-book, pour ceux qui aiment bien les e-books, il est à 10 €. C'est un petit peu moins intéressant du coup. Donc, Gregory MacDonald, c'est un auteur qui aujourd'hui est décédé. Donc, il était né en 1937, mort en 2008. C'est journaliste à la base de formation. Il a embrayé sur une carrière d'auteur de romans. Son premier roman date de 1964. Il a écrit quand il avait 27 ans, qui s'appelle Running Scared. Donc, je suis désolé pour l'accent. Anglais, pourri. Voilà, on mélange l'accent. Ouais, voilà, mais français, anglais, on travaille. Et apparemment, ça a été un roman controversé. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pas pu trouver de sources là-dessus. J'ai pas trouvé le temps non plus, je dois l'avouer. Mais après, il a commencé une série, c'est là qu'il s'est fait vraiment connaître, une série de romans policiers, un peu au polar noir, autour d'un détective qui s'appelle Fletcher. Et qui a duré de 1976 à 1986, où il relate donc ses aventures dans 8 romans, et qui ont tous apparemment été traduits en français, donc très certainement trouvables. Carrière d'écrivain quand même assez notable, hein, puisqu'il a gagné 2 prix Edgar Allan Poe, hein, c'est le prix de l'imaginaire aux États-Unis en 1975 et 1977. Et avec le roman donc, Raphaël Dernier Jour, il a gagné un prix en France en 1997, c'est le trophée 813. Une petite aparté sur le fait qu'il a été adapté au cinéma par Johnny Depp en 1997. C'est le seul film à ce jour qui a été réalisé par Johnny Depp. Bon ouais. Il a réalisé un réalisateur et acteur principal de ce film. Il s'appelait comment The Brave. Le film, c'est le même titre que le livre. D'accord. Et là, qui est trouvable, puisque j'ai voulu voir le film pour faire la comparaison avec le bouquin, mais mon DVD était rayé, visiblement. Je ne savais pas. Et je l'ai recommandé sur Amazon pour une dizaine d'euros, pareil, trouvable. Au niveau des... Petit détail. On va arrêter de dire Amazon, achetez-le là où vous pouvez. Oui. Parce que nous, on ne fait pas de la promo d'Amazon, voilà, on s'en fiche. C'est la référence facile, on va dire. C'est ça. C'est la ref facile. Si on était une émission de télé, il faudrait citer la FNAC. Ils vont se faire enculer, acheter au petit truc du coin. Voilà. Ou sinon, il y a des petites librairies très sympas. Mais télécharge-le, pirate-le, faites. C'est ça, il y a ça aussi. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais on peut. Concernant les avis, le livre, on est sur le livre, étant sorti dans les années 90 à une époque où en France il n'y avait pas trop internet, ça commençait à peine, il n'y a pas trop d'avis, mais pour situer un peu le système sur un système de notation, sur Babelio, sur 300 avis à peu près, il a 4,1 sur 5. Sur Sens Critique, sur une centaine d'avis, il a 7,8 sur 10.
C'est un film c'est un film. Je vais arrêter de dire. C'est un livre qui est quand même assez bien noté et qui est très intéressant à lire. Pour dire Amazon, c'est pas grave. Non, mais j'arrête Amazon. J'ai trop cité. Je l'ai cité 10 fois déjà. Babelio, Sens Critique, ça est très bien. Donc de quoi il parle ce livre? Donc on n'est pas sur un polar noir. Hein. C'est une histoire. C'est une chronique un peu de société. On va suivre l'histoire donc de Raphaël, hein, qui est un personnage illettré, alcoolique, père de 3 enfants, sans travail et manifestement sans avenir, qui vit dans une décharge qui s'appelle Morgantown, aux États-Unis donc. Et clairement, c'est un oublié du rêve américain, mais voilà, pas du cynisme de cette société. Et donc il décide en gros de vendre sa vie dans un snuff movie auprès de quelqu'un contre $30 000 pour essayer de faire sortir sa famille du besoin, quoi, tout simplement, pour essayer de vivre mieux. Et donc le roman raconte les 3 derniers jours qu'il va passer, qu'il est censé passer du moins sur cette terre avant d'aller faire le snuff movie. Alors pour petit aparté, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un snuff movie, c'est un film plus ou moins amateur hein, où une personne se fait torturer jusqu'à la mort. Hein, quoi. C'est assez... ça prend son temps, quoi. C'est assez horrible. J'ai noté une phrase marquante du livre. C'est exister, c'était un truc qui leur était tombé dessus comme ça. Et sa réaction, pas pire qu'une autre, avait été de boire pour oublier la faim et la douleur, les tromper, les fuir, devenir le plus insensible possible, les ignorer pour survivre. Donc, pour moi, cette phrase résume quand même assez bien l'état d'esprit dans lequel est Raphaël quand il va signer son contrat avec le producteur de film. Clairement, le livre montre une part sombre de l'humanité. Enfin, c'est très étonnant puisque il y a deux parties au livre. Il y a la première partie quand on découvre le personnage, on le découvre d'entrée de jeu quand il arrive pour signer son contrat auprès de cette personne. Et donc, dans un premier temps, on est plutôt confronté à la noirceur de l'humanité, hein, clairement. Hein, c'est-à-dire qu'il va être confronté à des personnes qui sont un peu mafieuses, qui vont essayer qui vont le berner hein, d'ailleurs, et qui vont lui expliquer clairement ce qui va se passer dans le livre. D'ailleurs, en page de garde, quand on ouvre le livre, il y a un avertissement de l'éditeur, c'est même pas de l'auteur, de l'éditeur, qui dit que le 3e chapitre peut grandement choquer la sensibilité de certains lecteurs et donc au choix de le lire ou pas. En précisant que l'auteur a écrit ça il a écrit ce chapitre-là pour donner du sens et du corps à l'histoire qui suit, puisque le plus important reste la suite. Et donc, dans la première partie, il y a la signature du contrat. On voit un peu comment une personne illettrée et un peu en marge de la société est traitée par le reste de la société, puisqu'il y a un moment où il va chez un coiffeur, où le coiffeur ne veut pas le coiffer, il veut le jeter parce que c'est un SDF, quoi. Il veut pas avoir affaire à lui. Après, il va dans un supermarché où pareil, il est traité de voleur, alors que pas du tout. Bon, voilà, la première partie est assez dure à lire et on voit un personnage de Raphaël qui essaye de faire du mieux qu'il peut et que lui, son but, c'est de sauver sa famille. Dans une deuxième partie, c'est quand Raphaël arrive chez lui à Morgantown dans la décharge et où on commence à voir un peu le quotidien des habitants. On apprend à mieux connaître les personnages et on découvre un Raphaël qui est vraiment touchant. Dans la première partie, on se dit mais quel être sensé pourrait faire ça et en fait, tout est expliqué par la suite. Donc on a le quotidien des habitants, on découvre la famille de Raphaël où
On voit que c'est la misère, quoi. Ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. C'est la misère la plus totale. Et en même temps, ces gens sont complètement hors de la société, mais ont des aspirations, notamment Raphaël, pour ses enfants. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il aimerait bien que son fils, qui vient de naître, devienne joueur de baseball. Des aspirations que père de famille aurait pour ses enfants. Je commence à dire des E, c'est pas bon signe. Tout va bien. Donc, on apprend aussi dans le bouquin, enfin, il y a quand même une critique de la société assez cynique, hein, puisque les habitants de Morgantown gagnent le peu d'argent qu'ils ont en allant chercher des objets dans la décharge, en faisant du recyclage et en revendant. Et en fait, quand le livre prend l'histoire, il y a un nouveau gérant qui arrive dans la déchetterie. Et le nouveau gérant ferme les grilles. Apparemment, il est armé. Il marche, il fait des rondes dans la décharge pour pas que les habitants de Morgantown viennent l'embêter, viennent prendre des choses. Et l'excuse qui est donnée, c'est ils ont peur que les habitants de Morgantown se blessent et donc portent plainte contre eux pour avoir des problèmes. Et donc là-dessus, il y a le... Quand même, il y a de la critique sociale un peu. Ouais, non, c'est une critique de la société, c'est une chronique sociale, hein, clairement. Ouais. Et il y a le curé qui vient voir régulièrement, non, c'est le père de Raphaël, pardon, qui a cette phrase et qui dit ils ont tellement peur qu'on se blesse qu'ils nous tirent dessus. Donc c'est la logique de la société, un peu le côté schizophrénique de la société. Plutôt américaine, mais en général. Oui, de la société américaine, sachant que c'est un portrait de la société dans les années 90, hein, donc là aujourd'hui c'est encore amplifié. Que dire de l'histoire? On peut dire que c'est une tragédie moderne, hein. Ça ressemble à une tragédie grecque. Hein. C'est-à-dire qu'un contrat est signé. Ça ressemble à beaucoup même. Hein. Voilà. Tu sais depuis le début que ça va mal finir, quoi que ça passe. Un contrat est signé et il a mille raisons et mille situations qui pourraient lui faire éviter ça. Mais Raphaël, c'est littéralement, hein, c'est une belle âme qui devient attachant au fur et à mesure de la lecture. Et voilà, lui, à la base, il n'y a pas de futur, pour moi et ma famille, donc je signe ce contrat et je vais jusqu'au bout du contrat pour que ma famille soit sauvée. Tout au long de ces 3 jours qu'il passe avec sa famille, il passe des messages à sa femme, qui même lui dit qu'elle le trouve bizarre parce qu'il n'est pas si ouvert d'habitude, il est plutôt alcoolisé, alors que là, à partir du moment où il passe son contrat, on lui stipule bien qu'il ne faut pas qu'il boive, qu'il faut qu'il soit en forme, et du coup, c'est le truc de la tragédie, c'était ce qui lui redonne l'élan de vie, c'est le fait de signer son arrêt de mort avec le diable, quoi. Et il y a plein de situations que je vous laisse découvrir, on va pas spoiler, parce que j'avais pris des notes, mais c'est trop spoilé là, donc j'en parle pas. Et donc toute la question, hein, même si j'ai donné quand même quelques indices, c'est de savoir s'il va aller jusqu'au bout. Voilà. Mais on est devant quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. Et voilà. Donc ça j'ai dit. Bon, a priori, je pense avoir couvert un petit peu l'histoire. J'essaye de ne pas spoiler, j'en ai dit beaucoup déjà. Mais moi, j'ai quand même une question. Moi, je ne connais pas, donc ça m'a fait forcément envie de découvrir. Qu'est-ce que vraiment ça t'a marqué à toi? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la force de l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un.
Allez, au début, on est révolté parce qu'il signe ce contrat avec un gars qui lui explique clairement, parce que le fameux chapitre 3 est très violent, mais en fait, c'est juste la personne qui explique ce que va vivre Raphaël à travers ça. Donc au début, on est complètement révolté et l'histoire de ces 3 derniers jours, c'est paradoxalement, c'est d'une tendresse. On voit qu'il aime ses enfants et c'est dans un style, c'est écrit de manière très simple, dans un style assez brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, on explique la situation. Et le tour de force de ce livre, c'est qu'on nous jette dans l'histoire, on ne nous présente pas les personnages, on nous les présente au fur et à mesure qu'on lit en fait. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître les personnages, notamment Raphaël, au fur et à mesure qu'on lit, et il devient super attachant, et plus la fin se rapproche et plus on nous fait comprendre qu'il va aller jusqu'au bout du contrat, et plus on a les tripes retournées, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il vit un bonheur intense, et en même temps il y a toujours de la petite phrase qui nous ramène à la réalité, qui nous ramène au fait que dans 2 jours, dans 1 jour, le lendemain, dans 5 heures, et c'est une histoire vraiment forte. Qui apparemment avait eu un bon succès, et moi qui m'a touché encore plus personnellement, que c'est un des derniers livres que m'a conseillé de lire mon père, qui est plus là maintenant, et du coup il y a une aura encore plus, et le fait de l'avoir relu en étant père m'a fait voir l'histoire sous un autre prisme, encore plus empathique. Tu te avec mettais encore plus à la d'empathie, place de lui, parce des que, choix. et si j'étais dans la merde, est-ce que je serais capable d'aller jusque-là La réponse, La réponse, on ne le sait pas jusqu'à que tout ne voilà. trouve pas. C'est aussi clair que ça. C'est ça. Mais le livre, en plus, n'est pas long. Hein. Il fait, je crois que dans la version 10-18, il fait à peu près 180 pages. C'est très rapide à lire. Mais il ne faut pas être dépressif pour... moi, ça me fait... sur la base du pitch, je trouve un certain parallélisme sur plein des histoires, etc. Je ne saurais pas dire si c'est écrit avant ou après, ou s'il a été écrit en s'évassant, je ne me reviens pas des noms, mais c'est vrai qu'il y a un côté touchant dans ça, c'est ces tours de force. Forcément, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas les dire, mais ça m'a souvient des cette ressenti que j'ai eu, par exemple, je vais mettre 12 exemples, qui ne sont pas des bouquins, mais c'est sur la narrative. On prend les tombeaux des Lucioles. Tu sais depuis les débuts qu'ils vont mourir. Tu sais depuis les débuts qu'est-ce qui ça va passer. Et tout chiale quand même à la fin. Ah oui, non, c'est ça. Donc c'est les déroulements, ça, de comme tu arrives à t'attacher, sachant que depuis les débuts, tu es conscient qu'ils vont mourir. Oui. C'est un peu aussi... dans un autre contexte très très différent, mais ça m'a fait un peu les mêmes effets. C'est Assassination Classroom. C'est un contexte plus manga, etc. Mais pareil, c'est depuis le début, tu sais, les buts à la fin, c'est les tuer. C'est ça. Merde, spoil. Désolé. Je l'ai pensé avant. Donc à la fin, tout laisser, ça t'empêche pas de la faire crever, quoi. Moi j'ai bien pleuré sur Assassination Classroom aussi, ouais. Donc, non, ça m'a fait bien envie. Ouais, c'est un bouquin, c'est fort. C'est fort. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et sur ce, je vais passer à la suivante chronique. Ouais. Il faut imaginer, au fur et à mesure que je présente, je me demande s'il faudrait faire des jingles pour mettre entre les chroniques. Mais on verra. Au montage, peut-être. Non, pas au montage. Là, ça. on n'a pas fait des pauses ni rien. Donc, on va démarrer comme ça. Sur les suivants, je dirai. Donc, moi, je mets un de mes paris que j'avais dit, c'est que toujours, tous les programmes, bon, forcément, c'est une règle que je n'hésiterai pas à déroger si je n'ai pas envie, mais au moins sur tous les programmes que j'ai déjà plus ou moins en tête à faire, je me suis dit, chaque fois, un de mes chroniques, c'est destiné au jeu de rôle. C'est un de mes passions. Ça paraît logique. La chaîne, c'est dédié à la chaîne, voilà, c'est dédié au jeu de rôle. Même s'il est cette podcast, il n'est pas tout juste à l'extension de rester à ça. Donc, je vais parler aujourd'hui de Caravan.
Caravan, c'est un jeu de rôle français, indépendant, édité pour l'auteur. Il a fait un crowdfunding, qu'on l'a reçu, les bouquins, je pense que c'était juste avant Noël, par là, des mémoires. On avait déjà eu les PDF, je pense que sur un des RGPAD que j'avais fait, j'avais déjà dit que c'était mon coup de cœur à l'époque. Et là, c'est encore plus. C'est composé des deux bouquins, les livres des règles et les livres d'histoire, les storybook et storybook. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur et que je continue à aimer. Tout en disant que là, en ce moment, je suis en train de préparer pour ma première partie. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Quand on sortira ça, je ne sais pas si j'avais déjà testé, mais bref, c'est pas grave, je pense que les contextes disent. Donc je vais donner un peu de contexte avant de rentrer dans des caravanes. Caravan, pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle les SOSR. Les SOSR, c'est les Soul School Revival. À quoi consiste les Soul School Revival? C'est un système qui est apparu, je pense que c'était fin des années 90, de mémoire, mais peut-être je dis une bêtise. C'est surtout les systèmes de règles qui s'appellent sur des jeux de rôle. Il y avait un qui voulait retourner à l'ancienne école, à niveau des règles très simples pour jouer à des donjons très simples, récupérer les règles que c'était Donjon Dragon première édition. Vraiment 4 caracs en dévent, etc. Cela étant dit, Caravan, c'est pas du tout ce système de règles. Et j'expliquerai pourquoi je l'encadre dans un OSR plus tard. Et ce système, parce que ce n'est pas juste un système, ce sont plusieurs jeux qui sont groupés à partir de là, de cette façon de construire. Vraiment donner l'envie de se centrer sur s'amuser, sur les jeux, pas se prendre la tête sur les règles, etc. Mais il a eu un effet quand même particulier, c'est que l'effet de simplifier les règles, il a ouvert les portes à des autres jeux qui, même s'ils s'encadrent dans la même dynamique, a amené des choses très différentes, très particulières, qui pourraient pousser vraiment les BG à fond, mais complètement ouverts et délirants. Et dans ces cas-là, je suis obligé de parler de l'OVNI, que c'est Morborg. Morborg est sorti 8, je pense, les bouquins, 19. Et il est venu pour rester, il a tout chamboulé, il est vraiment passé comme ça mène en devant tout ce que vous voulez, les gens ils sont accrochés. C'est un bouquin qui c'est en soi une œuvre d'art. Il n'est pas traduit, je pense qu'il y a des éditoriaux qui volent, mais ils n'arrivent pas. C'est vraiment hyper compliqué parce que les textes, il est imbriqué dans les dessins, etc. C'est vraiment très, très, très laborieux à faire. Et surtout, c'est un bouquin que ça doit être à peu près les mêmes épaisseurs, ça doit baser sur une centaine ou 150 pages. Morborg. Non, c'est le petit, c'est la même taille, c'est vraiment taille A5. Bon, ça, c'est pas A5, mais il y a un format. Royal, je pense que ça va, moi je m'en souviens plus, je ne vais pas dire des conneries. Et Morborg, il a pris cette règle OSR, il a mis en contexte apocalyptique, dark fantasy, etc. Et vraiment, il donnait des bribes dans les bouquins. En fait, tout, c'était des petits morceaux qui te donnaient l'idée d'un terrain, d'un monstre, etc. Juste des bribes, juste vraiment donné, mais tellement bien fichu que des suites, l'imagination, il commençait à tourner. Ils sont vraiment très dark. Morborg, c'est un jeu finlandais, que ça veut dire les donjons obscurs, un truc comme ça, traduit. Vraiment, il a tout rassé. Il est arrivé, il y a une communauté de ouf, dès qu'il a sorti, ça a commencé à voir, ça produit dans tous les sens, etc. Et ça, en revenant à Caravan, là, on voit vraiment une influence directe dans la construction du bouquin, dans la façon de faire, dans cette simplicité pour vraiment amener l'histoire en amont. Et là, je vais m'axer vraiment à parler des Caravans parce que c'est ça que je veux. Je pense que l'auteur, il mérite
être mis en avant. C'est très accessible en plus. Il a un Discord qui répond souvent. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le Discord. Vraiment, je pense que ça mériterait d'avoir une communauté qui s'est créée au fur et à mesure. Mais bon, ça, c'est un peu l'effet que malheureusement on a, qu'il y en a en ce moment. Il y en a tous les mois des crowdfunding qui sortent, etc. Donc il y a beaucoup de jeux qui s'apparaissent sans arrêt. Donc il y a certains qui ne prennent plus, les classiques, etc. Donc la formation d'une nouvelle communauté sur un jeu exclusivement en français, etc. C'est compliqué. Quand on voit les jeux exclusivement en français, presque on revient tous sur les jeux anciens qui ont été des nouvelles éditions, etc. Même si par exemple, si on prend Nephilim, là il a tout pété, on est en 5e édition. J'adore, mais ça vient des points d'une longue histoire. Oil Noir, c'est pas français, c'était. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Ce jeu, de quoi il parle et pourquoi je mets tout en contexte par rapport à Morborg. Déjà, c'est la façon qu'il ait créé les livres. On voit clairement l'influence. Il écrit dans les bouquins, donc l'auteur, il ne se cache pas du tout. Je pense que c'est pas du tout son but de se cacher. C'est qu'en la construction du bouquin, on voit cette idée vraiment de donner des brives, des éléments ponctuels pour créer un imaginaire. De quoi il parle carrément? Et c'est là aussi il est venu à me toucher, parce que vraiment, je pense qu'il est vraiment, l'auteur, il est décrit comme des d'art médiéval poétique. Et je suis assez d'accord. Moi, je l'aurais dit plutôt d'art fantasy, mais de l'art médiéval, ça colle. On joue des enfants qui font partie d'une caravane qui tourne dans l'île Crâne. L'île Crâne, c'est les derniers éléments où on sait que la fin du monde approche. On sait que tout il est triste. Les gens ils sont vraiment amenés pour cette tristesse. Et cette caravane, c'est la seule qui est en train de contre-impousser ça. Mais dans cette noirceur, en fait. C'est lutter un peu les feux par les feux, en quelque sorte. Et la caravane, il est composé des enfants, que c'est les personnages que nous en jeu. Cette caravane, il est mené pour la maman. La maman, c'est un personnage qui se veut bienveillant mais terrorifique en même temps. Qu'il va mener, il va protéger, donner refuge à tous ces enfants, mais au même terme, il va les effrayer si besoin. La figure en soi, il est effrayante. C'est ça. Et tous les scénarios, tout ça passe dans l'île Crâne. La caravane, il tourne autour, il raconte des petits villages, des villes. Il y a très peu, presque tout, il est construit des villages. C'est là où il parle des médiévales, vraiment très médiévales. Où il y a les villageois qui, forcément, à l'arrivée des caravanes, seront toujours soit contraires à l'arrivée, soit belligérants face à eux. Mais la caravane, il y a les spécialités que c'est les seuls qui répondent aux demandes, ces demandes écrites en grand D, comme il fait l'auteur, en échange d'un don. Pourquoi? Parce que les personnages que vous jouez, grâce à maman, sont une masque qui les fait devenir des chuchoteurs. C'est des énormes monstres avec des pouvoirs extraordinaires. Mais dedans, vous continuez à être un enfant. Et vous allez être envoyé par maman à chercher ces demandeurs qui vont dans une société ou dans un statut tellement compliqué. Il y a tous les brigands, ils font sa vie. Il n'y a pas forcément trop de créatures fantastiques, mais oui, sont naturelles. C'est les familles qui sont en détresse pour une cause X ou Y, ils vont venir demander à faire leur demande en échange d'un don. Les dons, ça peut être en fonction des animaux, même l'âme de la personne. Hein. Donc on est au niveau. Ah oui, quand même. Et si les dons, il n'est pas au niveau de la demande, toi, on payera les conséquences face à maman.
Dit comme ça, il semble très compliqué, mais notamment quand je commençais à lire ces scénarios, mais même quand je l'ai lu, parce que vraiment, c'est ça la réussite du jeu, c'est que toute cette bribe qui construisent autour de cette île, mais vraiment, si je mets des exemples, c'est vraiment dans la description, il y a un paragraphe, deux paragraphes, pas plus quoi. C'est la vilomètre, la faille, c'est les puits, les marais. C'est extrêmement générique, mais suffisamment pour te motiver à aller plus loin dans la démarche. Forcément, moi que je kiffe à mort toutes les questions romantiques, histoire des fantômes, toute cette histoire, donc ça m'en parle directement. Ouais. Ça me parle directement, surtout que tu vois les dramas que tu peux amener à un enfant que tu interprètes, amener à faire ce genre de démarches. Parce qu'en soi, tu vas avoir une sorte des côtés, comment l'expliquer, côté joyeux d'aller aider ces gens-là. Mais une fois que tu les aides, il faut payer. Il est pris, il doit être l'auteur. Et là, c'est quand ça devient un peu compliqué. Et tout ça, ça te génère des conséquences sur ton personnage, sur sa vie. Donc, les scènes qu'on peut arriver à générer sont vraiment d'une force dramatique bien poussée. Évidemment, au fur et à mesure que je m'aperçois que je parle à ça, il n'y a pas tout le monde qui l'est au niveau de ça. Il faut vraiment être prêt à s'ouvrir dans les jeux, à souffrir cette conséquence parce que ce n'est pas évident. Mais comme je n'ai déjà parlé sur des tentes GDR, les jeux il y a des jeux émotionnels, ça me parle directement. C'est vivre le plus l'aventure, je pense. C'est ça. Non, mais c'est complètement. Il y a des gens qui peuvent avoir des moments dramatiques qu'ils ne s'apprécient pas. Il y avait un autre peur que j'avais, que ça a été vraiment répondu sur l'historybook, c'est que quand je voyais la construction des scénarios, je voyais la répétition. On arrive en village, on se transforme, on accueille la demande, on réalise la demande, on récupère les dons. Et c'était une boucle que je me disais, bon, ça c'est sympa pour faire 4 one-shot, et après on va où? Et quand on lit les storybook, et là je vais strictement rien spoiler parce que en plus j'ai lu la moitié ou 3/4 de cette histoire, vraiment qu'on a une idée vraiment de l'auteur. Et pourtant je n'ai pas du tout parlé avec lui, en plus comme je suis nul en réseaux sociaux, juste je dis bonjour sur Discord et tout ça. Il répond. Oui, il répond, c'est vraiment... Répond, bonjour. Ouais. C'est vrai. Et vraiment, on voit une idée qu'il y a derrière. J'ai vraiment l'espoir qu'il y ait une continuité sur l'histoire, sur l'évolution des moments, qu'est-ce que ça peut arriver, même au-delà des faits de cette noirceur de la île. Est-ce que peut-être il y a des autres choses au-delà de l'île Crâne? Est-ce qu'il y a des autres villes? Est-ce que la caravane il existe dans des autres îles? Est-ce qu'il y a une sorte, il y a des petits mystères qu'on pourrait être poussés, qu'il vient exploiter. Donc c'est des questions comme ça. Hein. C'est même pas moi qui sont. Je ne doute pas que peut-être l'auteur il avait une idée bien longue, bien au-delà de ça. Mais clairement, ça me parle directement. J'avoue que maintenant que je réfléchis, je pense que j'étais un peu brouillon sur la description du jour, mais si je prends par exemple ici, je vois les mêmes l'auteur, il décrit son jeu comme un jeu poétique des dark médiéval. Je suis tout à fait d'accord dans les conseils, dans les points de vue qu'il montre, et de ça qu'il parle. Les systèmes de jeu, malheureusement, je ne veux pas les juger. Bon, moi, personnellement, les systèmes de jeu, je m'en fiche un peu sur les jeux, pendant qu'ils sont bien adaptés au fond qu'il veut réfléchir. Il y a quelques règles que peut-être il pourrait être plus simple, peut-être plus brouillon, mais vraiment, comme je ne l'ai pas testé en jeu, je ne veux pas rentrer dans les côtés règles. Mais vraiment, dans les côtés histoire, j'ai envie de vraiment voir développer ce petit univers, de les voir aller au-delà, de voir comme cet héritage des Morborg passé sur les côtés français, il a généré
petite bijou comme ça. L'édition est belle, ouais. Ouais. C'est vraiment, on voit. Ça, il y a une patte morbe, quoi. On sent Oui, la j'ai présentation du vu. bouquin, les couleurs. C'est très clair, bon, les jaunes, les couleurs les utilisées, couleurs un peu etc. flashy, avec les dessins Il est un moins peu, flashy. ouais, Il est moins flashy. flashy, il est moins. Les dessins Il y a un quand peu, même un ton général tout le long des bouquins qui est Marbord, il est capable de te mettre une page qui n'a rien à voir au milieu, tout cassé, etc. Là, il n'y en a pas d'égalité. Les dessins sont magnifiques, les illustrations. Ouais, les illustrations, c'est les mêmes auteurs qui a écrit les jeux. Donc, le mec est fort. c'est bravo. Ouais. On voit la patte. Je suis un peu sceptique, et je suis désolé de dire ça, si l'auteur il écoute, sur la voilure qu'il va prendre. Moi, clairement, s'il continue à sortir, je vais soutenir. Ça me parle. Mais ça, c'est une critique qu'on pourrait dire en ces jours sur tous les jeux de rôle. Il y a tellement de choses qui sortent, que créer une communauté autour de ces petits jeux, c'est dur. C'est très dur. Même pour des gars motivés, même pour des gars qui font bien les choses, que je trouve que c'est le cas complètement. Et si, quand peut-être pas dans un regard à l'abîme, mais dans des autres capsules que je ferai au pas, je pense que je ferai un petit compte rendu des parties, de qui ça donne. Et en tout cas, tous les gens qui sont autour, je parle d'où bien, d'où cœur. Et je les souhaite les meilleurs de parcours. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'avec des crowdfunding, ils arrivent à faire des éditions, mais pratiquement aussi belles que des éditeurs professionnels. Ouais. Connaissant un peu comment ça fonctionne, je pense qu'il n'a pas trop gagné de thunes. Ouais. S'il a couvert ses frais, je pense que ça sera déjà des grandes joies. Mais je ne sais pas, je les souhaite avoir gagné un peu. Tout auteur, il mérite être un peu rémunéré. Un peu. Boire beaucoup, mais bon, ça c'est une autre question. Revenons pas. Et comme tu dis, comme c'est noyé dans une masse, c'est difficile de sortir du lot, mais l'édition est magnifique, effectivement. Ouais. J'ai une petite question. Du coup, même si tu ne l'as pas testé, comment fonctionne cette histoire de don? C'est-à-dire que quand tu acceptes une quête, tu fais la quête et c'est après que tu détermines le don, ou le don est déterminé avant de commencer? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Normalement, dans les scénarios, c'est déjà posé. Après, c'est un peu à l'MJ de faire les choix. Moralement, c'est compliqué, mais je pense, si je prends les scénarios des bases, il y a déjà un don de prévu. Tu vois, ça normalement, les dons, il est déjà scripté, on va dire, au début. Normalement, quand tu écris, je pense que ça, parce que sur la partie du don, je pense que c'est une volonté qui soit un peu obscure. Parce que là, en fonction de ça, en fait, comprend que la maman ou maman s'alimente de ses dons. Mais vraiment, c'est une créature surnaturelle, en gros. Donc, ces dons, vraiment, c'est celles qui vont les remplir. Donc, si les dons ne sont pas à l'auteur, je pense que c'est volontaire, que c'est un peu dans la main de l'MJ, savoir pousser. Parce qu'il y a un petit truc en plus, presque le plus important que je n'ai pas parlé et que ça me touche beaucoup dans le sens que j'écris beaucoup de scénarios dans ce sens, c'est que les livres, il y a cette idée de toute action a une conséquence. Que moi, je l'utilise ça à me fatiguer sur mes scénarios. Parce que je pense que c'est un des trucs les plus humains qui peut exister. Et que les effets papillons, ils font des résultats de ouf. Et même l'action doit être les plus beaux, il est plus sage de la Terre, il peut avoir des conséquences néfastes. Oui, bien sûr. Même si à la base c'était une bonne action. Oui. Donc, oui, tout à fait.
Donc cet effet-là, les refléter, ça les rend très sous-mer. Très sous-mer. Ouais. Ça a l'air très très intéressant. L'univers tel que tu le décris, alors moi je fais des raccourcis dans ma tête peut-être un peu rapide. Mais donc l'univers un peu médiéval, forcément, pour avoir une accroche que vraiment beaucoup de gens connaissent, ça fait penser un peu des monstres, des gens qui se changent en monstres et tout, ça me ferait penser un peu un mix entre The Witcher pour le côté médiéval et alors là Ouais, mais ça les monstres par contre. grand écart américain. Costume Quest, c'est un jeu vidéo. Ouais, je sais, je l'avais joué. Le truc des enfants qui se changent. Ouais, qui restent enfants. là, ça c'est par contre les trucs des enfants, oui. Ouais. Je ne sais pas s'il est basé parce que lui il écrit qu'une influence, mais c'est un niveau jeu de rôle. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait penser un peu à Quest, Costume c'est Quest. ça, parce qu'en plus, je m'en souviens bien que dans les bagarres des Custom Quest, il devenait ça qu'il s'était déguisé. Ils ont le costume du robot, ils se changent en robot. Ouais, c'est ça. Le costume de la licorne, ils se changent en licorne. C'est ça, mais c'était quand même des enfants qui se foutaient sur la gueule. Voilà, ça restait des enfants qui se battaient, exactement. Mais avec juste un côté un peu moins violent. Ouais, voilà, moins médiéval, dark. C'est ça. Non, là vraiment, non, ça tombe ça. C'est bon. Witcher, dire une connerie, parce que je pense qu'il est marqué dans ses influences. C'était pour le côté un peu fantastique, la maman, Ben tiens, là, clairement, c'est les inspirations qu'il a dit, ni plus ni moins l'auteur. C'est Influence One, c'est Macadabre d'Inox Combrexel, très bon bouquin. Morbok, Symbaroum, aussi à niveau d'univers. Mace of Blue Medusa, qu'est-ce que je peux dire? Museum, je ne connais pas, étonnamment. Soft, Ravenloft, c'est l'univers un peu, je ne sais pas si tu connais, c'est dans Dungeons Dragons, c'est l'univers un peu que c'est Castlevania, en quelque sorte. D'accord. En quelque sorte, hein, c'est un peu plus complexe, mais un peu. Et Witcher, donc oui, clairement. J'ai bien vu. Ça, c'est l'auteur qui l'écrit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Voilà, et donc déjà on a bien dépassé les temps. C'était évident. Et juste pour Morbok, sur la chaîne principale, tu as une partie, non? Ouais, il y a un one-shot là-dessus. C'est pas les meilleurs qu'on a fait d'ailleurs. Mais tu m'avais expliqué que tu l'avais fait sur un changement, parce qu'un truc avait été. Voilà. Tout à fait. Par contre, la partie, moi je trouve, montre assez bien l'idée du jeu. Le côté un peu débridé, dark fantasy. Surtout poussé, les persos que tu joues, ils sont complètement décalés. Voilà, mais c'est pas mal. Donc si quelqu'un écoute, allez écouter cette partie qui est très bien. Je mettrai peut-être un lien sur la vidéo et sur Spotify. Il faut cherche-le, Pixel Devant. Non, pas Pixel Actual Play, pardon. C'est ça, le nom a changé il n'y a pas longtemps. Et voilà, et donc il reste la dernière pour toi. La dernière pour moi. Encore. Et donc là, moi je vais parler d'un film. À la base, je voulais parler d'une série, mais je suis tombé sur ce film. Ça m'a donné envie d'en parler en fait. C'était Ad Astra de James Gray, donc qui est sorti en 2019 au mondial, je pense. Donc James Gray, c'est un réalisateur quand même qui a fait des films assez marquants, qui a une assez qui fait plutôt des films noirs, sombres, un petit peu qui pèsent. Donc son premier film, c'est Little Odessa, qu'il a fait en 1994. Et ensuite, il a fait dans les films marquants, j'ai marqué vraiment les films qui ont marqué. Il y a The Yard en 2000 et La Nuit nous appartient en 2007. Ce sont des films vraiment sombres où ça se passe beaucoup la nuit. Mais voilà, film noir. D'ailleurs, dès son premier film avec Little Odessa, il a eu le Lion d'argent et la Mostra de Venise. Pour situer un peu, dès le début, il a travaillé avec des acteurs assez importants. Donc en général, quand il y a des acteurs de renommée qui viennent de travailler sur les premiers films, c'est que le gars sait ce qu'il fait et c'est ce qu'il veut.
Donc pour Little Odessa, par exemple, il a travaillé avec Tim Roth et Edward Furlong, qui dans les années 90, Edward Furlong, c'était John Connor dans Terminator 2. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc qui était en pleine bourre au niveau des films. Et Tim Roth, à l'époque, il avait fait Pulp Fiction. Alors, c'était pas forcément des rôles principaux, mais bon, Tim Roth, quel acteur, j'ai envie de dire. Acteur sous-coté, à mon sens. Après, il a travaillé avec The Yard et La Nuit nous appartient, me semble-t-il. Il a travaillé avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, assez régulièrement, qui reviennent dans ses films. Charlize Theron, Faye Dunaway. Voilà. C'est quand même, il y a quand même du lourd. Pareil pour ses autres films, hein, parce qu'après, il a fait The Lost City of Z en 2016. Et donc, donc il a travaillé avec The Lost City of Z. Il a fait The Immigrant aussi, juste avant Ad Astra, où il y a Gwyneth Paltrow, il y a Marion Cotillard qui apparaît. Il a travaillé avec Robert Pattinson aussi. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui savait où il voulait aller, et je pense que le fait d'avoir des projets un peu qui sortent de l'ordinaire, hein, puisque c'est des films très marqués, pas du tout dans le courant, à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Ça a motivé certaines personnes pour sortir un peu peut-être de leur zone de confort et aller travailler sur des projets risqués, hein, parce que par exemple, je crois que c'est The Yard qui a été un échec commercial. Mais je pense qu'à Astra, il a été un échec commercial aussi. Aussi, on va le voir. Okay. On verra. Tout est relatif, mais d'un point de vue des ambitions des producteurs, Ad Astra, ça a été un échec. Mais The Yard a été un échec commercial qui l'a privé de réalisation pendant 7 ans quand même. Et le gars réussit à revenir quand même avec un projet La Nuit nous appartient, qui est un film, alors je ne vais pas dire très portrait, mais qui ressemble énormément à The Yard. Sauf que ça parle un peu de milieu mafieux, un peu sombre, interlope. Sauf que The Yard, ça parle de financiers. Peut-être que ça intéressait moins à l'époque, dans les années 2000, des financiers véreux. La Nuit nous appartient, c'est plus des flics véreux, et là ça parle peut-être un peu plus, ça va parler un petit peu plus aux spectateurs, parce que La Nuit nous appartient a été un carton, et c'est ce qui a permis après de passer sur des projets un petit peu plus ambitieux, mais toujours avec sa patte un peu intimiste, un petit peu poétique, qui est The Lost City of Z et Ad Astra. Bon, du coup, retour sur le film. Hein. Donc, au scénario, on a James Gray qui a écrit avec Ethan Gross. Apparemment, tout est parti d'une idée. Il avait toujours voulu faire un film sur un voyage spatial. Et il a couplé ça à une. Alors je ne sais plus si c'est une interview ou si c'est quelque chose qu'il a lu. Où ça évoquait un des premiers scientifiques qui avait travaillé sur la fission nucléaire aux États-Unis. Et dans cette interview ou ce documentaire qu'il a vu, la personne expliquait que si ils n'avaient pas maîtrisé la fission nucléaire, ils auraient pu éradiquer totalement la côte ouest des États-Unis. Et en fait, lui, il s'est posé la question. Si on envoyait un savant dans l'espace sans limite, en fait, le gars se retrouve seul dans l'espace, sans maîtrise ni rien, qu'est-ce que ferait cette personne là À la production, on a la 20th Century Fox qui est quand même connue maintenant, qui a été rachetée par Disney récemment, donc qui a quand même produit Avatar. Je sais que t'aimes pas trop, mais voilà, il faut le dire puisque ça marche. Star Wars, Deadpool, plein de films qui ont marqué. Il y a Regency Enterprise aussi qui a produit notamment Il était une fois en Amérique, qui a produit Brazil, Legend, Birdman. Bon, des gars qui produisent d'habitude de très bons films. Et donc, Birdman, très bon film. Voilà, exactement. Et les restes Plan aussi, B, on peut dire Plan B aussi, qui a produit 3, Charlie et la chocolaterie, Les Infiltrés, qui casse. Donc quand même, à la production, on a des gars, on a du lourd quand même.
Je me le suis rajouté quand même à la photographie. Il y a, alors, je sais pas comment on prononce, il s'appelle Hoyt van Hoytman. Et c'est le directeur photographique des films de Nolan, de Christopher Nolan. Ah ouais? Ouais, qui travaille sur Ad Astra. D'ailleurs, on reconnaît dans la photographie du film. Moi, je n'ai pas vu les films, mais si je pense à la bande-annonce, Ouais, oui, quand même, ça, il y a une certaine patte. À niveau grammaire de l'image, on retrouve un peu Interstellar par moment. Bon, au casting, bien sûr, je vais juste donner les acteurs les plus connus, sachant que le film est quand même très centré sur Brad Pitt. Hein, c'est un film. J'en parlerai après. Mais il y a Brad Pitt, il y a Tommy Lee Jones, il y a Liv Tyler, il y a Donald Sutherland. Pour les plus ronflants, on va dire. Et après, il y a des acteurs secondaires qu'on a tous vus dans des séries ou dans d'autres films, dans des rôles secondaires. Je parle vite fait de la musique, puisque musique de film de spatial, hein, quoi. Une musique un peu synthétiseur qui met bien dans l'ambiance un peu, qui met ambiance posée mais un peu angoissante, l'espace, quoi. Ouais. Mais les musiques sont assez intéressantes. Et cette personne a travaillé sur un film que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Hostile, avec Christian Bale, qui est un western sorti récemment et qui est passé inaperçu, mais enfin, que j'ai adoré. L'histoire du film, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, ça se passe dans un futur plus ou moins proche, où on rencontre le personnage principal qui s'appelle Roy McBride, joué par Brad Pitt, donc, qui est un astronaute. Au début du film, on va dire plutôt dépressif, c'est robotique que dépressif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met vraiment de côté sa militaire et astronaute, donc entraîné à mettre de côté ses émotions. Il a tous les matins avant de commencer sa journée, il a une sorte de compte rendu psychologique à faire, c'est un test où il dit je suis calme, reposé, il donne sur les battements de son cœur, et il dit je mets de côté mes émotions, je suis prêt au travail, je suis concentré. En gros, rien ne peut m'arriver, quoi. Bon, c'est le rock, quoi. Le rock, mais qui met de côté un peu son humanité et qui travaille dans la maintenance d'une antenne qui fait 30 km de haut et donc qui part de la base de la Terre, quoi, et qui monte jusque dans l'espace. Et c'est une antenne qui sert à communiquer avec la base lunaire, la base lunaire et la base martienne, puisque dans ce futur proche, l'homme a réussi à conquérir un petit peu l'espace et une partie du système solaire. Et donc, au début du film, il y a une surcharge électrique d'antimatière qui viennent détruire l'antenne sur laquelle travaille Brad Pitt, qui est une chute de l'espace jusqu'à en bas, qui ressemble un peu dans la façon dont ça a été tourné au saut du parachutiste autrichien là, qui avait sauté depuis la stratosphère. Oui. On retrouve un peu ça. Comme inspiration et donc qui part en vrille, il est à deux doigts assez spectaculaire la scène d'intro, à deux doigts de s'évanouir avec les débris qui tombent de partout. Donc cette surcharge électrique, c'est en gros l'élément déclencheur de l'histoire, puisqu'on va apprendre que c'est une décharge électrique qui viendrait de Neptune. Neptune, où se trouve une station orbitale dans laquelle est le père de Roy McBride, donc joué par Tommy Lee Jones. Il s'appelle Clifford. J'ai pas noté le nom. Il me semble que c'est Clifford McBride, qui est un chercheur émérite, reconnu comme étant le meilleur astronaute de l'histoire des États-Unis et très certainement de la planète Terre. Puisqu'il est reconnu partout et qui donc est parti dans le cadre du projet Lima aux confins du système solaire pour essayer de trouver de la vie extraterrestre.
Alors le truc c'est que en fait le projet Lima a été considéré comme étant disparu depuis 16 ans, ça veut dire que depuis que Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt avait 16 ans, Ouais. donc ça veut dire qu'en gros pendant plus de pratiquement 30 ans on n'a pas entendu parler ni du projet, on considérait que tous ces étaient morts et donc il y a ce truc d'antimatière qui arrive et apparemment ça serait du projet Lima. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et donc, bien entendu, vu que c'est le père de Roy, on vient chercher Roy McBride pour essayer de rentrer en contact avec son père via un voyage spatial, une odyssée donc, puisque c'est plus ou moins le sujet du film, où il va partir dans un premier temps sur la Lune, puis ensuite sur Mars afin de tenter d'entrer en contact avec son père pour stopper ce processus d'antimatière qui c'est comme c'est comme quand il y a une bombe atomique qui pète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le système électrique qui marche plus, ça dérègle tout, ça provoque donc des morts puisqu'on est dans un futur proche où tout est hyper connecté, donc dès qu'on perd la connexion, ça va plus. Donc on est sur le film un peu sur un film classique de voyage initiatique où on parle de sauver l'objectif principal, c'est de sauver l'humanité, mais là-dedans pêle-mêle on retrouve les relations avec le père absent, les prises de conscience de l'importance de ne pas être seul, d'avoir des gens autour de soi et en même temps un petit constat sur l'humanité, un petit tacle sur l'humanité via un film de science-fiction. Concernant l'accueil critique qu'a eu le film, les critiques, en France du moins, parce que je ne suis pas allé voir sur les autres pays. Mais en France, les critiques françaises, je parle des critiques, je ne parle pas des personnes, ont plutôt bien accueilli le film. C'est un film qui est noté sur 5 étoiles, sur Allociné qui fait une moyenne à chaque fois, qui regroupe vraiment tous les gens qui ont fait un test, qui ont regardé le film et qui ont donné leur avis. Il a 4,4 sur 5. Donc c'est un succès critique, en France du moins. Mais après, quand on regarde un peu dans le détail, sur Allociné, via les spectateurs, on est sur une moyenne de 3,2 sur 5. La critique, généralement, sur 15 000 avis. Bon, et après, il y a de tout. Pour vous donner un ordre sur Sens Critique, sur 20 000 non, mais généralement, 20 000 votants, je me tiens plus à l'idée du public et la critique. Voilà. Après, les goûts, les couleurs. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, le public a moins suivi la critique, on va dire. Ouais. Et sur IMD, là c'est le niveau plus ou moins international, sur 240 000 votants, il est à 6,5 sur 10. Bon, on est en gros sur du 12. On est sur un film légèrement au-dessus de la moyenne d'un point de vue du ressenti des gens. Donc au box-office, comme on le disait tout à l'heure, ça a été considéré comme un échec commercial. Notamment aux États-Unis, puisque le film a rapporté 50 millions de dollars pour un investissement de 87,5 millions. Et l'investissement, c'est. Ça, c'est le budget du film. Le budget du film, 87,5 millions. Avec la pub ou sans la pub? Parce que normalement, la distribution. Bonne question. Même si sur ce film-là, il y avait. Bon, il a eu quand même de la pub, mais. Il n'a pas trop été mis en avant quand même. Mais il a eu quand même. Il a été mis. En plus, je pense qu'il a énormément souffert de la comparaison avec Interstellar, qui était. C'est pas ça que j'aurais entendu, mais ça, on en parlera à la fin. Et Gravity aussi, très certainement. Puisque là, plus Gravity. Voilà, là, on a les deux films des années 2000. On a les deux meilleurs films sur l'espace. Voilà. C'est ces deux-là. Ça, je vais te finir, mais les trucs de gravité, c'était les points, oui, bien sûr. Clairement. Et pourtant, voilà, on va le voir, mais le film est totalement différent de Interstellar et de Gravity, justement. Donc... Ok, oui, vas-y, déroule. Je déroule. Tu diras après.
Du coup, bon, au total quand même, parce que là j'ai parlé que de la sortie américaine, mais au total il a rapporté 125 millions de dollars pour 90 millions investis. Normalement, Il rentre dans les frais. Pas sûr. Il gagne, ouais, voilà, Pas peut-être sûr les avec frais la de pub. distribution. Ouais, les frais de tout pub, la ça, distribution. c'est pas dit, c'est pas dit. Bon, Pas du dit. coup, échec commercial. Ouais. Échec commercial. En France, il a quand même bien marché, hein, puisqu'il a fait en 6 semaines, il a fait plus d'1 million de sorties. Mhm. Bon, après, pour le calibre du film, c'est peut-être un peu juste. Mais Moi, j'avoue que on a c'est un dépassé film le- que quand la bande-annonce il avait sorti, en sachant que j'avais déjà vu Gravity, parce qu'en plus Ouais. ils sont sortis avec un an ou un an et demi ouais, d'écart. c'est ça, c'est très proche. Trop Ouais, proche. au même moins, maintenant que tu l'as dit, peut-être c'est moins. Trop proche C'est- du je raison. sais qu'à moi, la bande-annonce, ça m'a pas du tout parlé. Mais vraiment, pas du tout. Non, mais c'est un film particulier, hein, j'avoue. J'ai voulu en parler. Non, parce mais, que, c'est pas tant. Mais je vais pas te couper Non, avant vas-y, que tu vas-y, finisses vas-y, ton vas-y. déroulement, mais c'est pas tant pour les films en particulier, parce que tu sais bien que les films en particulier, moi, ça m'attire. En plus, Ouais. découvrir, c'est déjà des films, sinon que ça m'a dit rien. Dans la bande-annonce, du moins dans la bande-annonce, Ouais. t'es déjà vu, quoi. Permanent. Ouais, oui, oui. Permanent. Ouais. Oui, très. Ouais. Et quand on compare à Gravity, bon. Mais vas-y. Ah, après Gravity, c'est vraiment c'est haletant. Que là c'est pas du tout le film est pas dans cette veine-là. On n'est pas en train de retenir son souffle et de dire Pouf quand il y a la moindre Et pause. Gravity, il y a plein de défauts. Hein. Oui, oui. Bah, Mais le film marche de ouf parce que Oui. il y a de l'action, les effets spéciaux ça marche bien, c'est super bien joué aussi. Hein. Sandra Bullock elle est exceptionnelle dans ce film. Mais là c'est un film à mon sens différent. Alors peut-être que moi j'ai pas vu la bande-annonce parce que je dois l'avouer, je suis allé, moi c'est parce que c'est apparu sur Amazon Prime, donc je me suis dit hop, j'ai cliqué. Le dernier film de Brad Pitt, je l'avais pas vu au cinéma, je me suis dit j'avais un peu de temps, je vais regarder ça. Et au final, je m'attendais à rien et j'ai vachement vécu le film et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Alors pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime, il se trouve très très facilement dans les magasins, sur les sites pour ils sont une dizaine tout d'euros. autre moyen que chacun fasse à Voilà. sa sauce. Pour une dizaine d'euros, il y a moyen de le trouver neuf et il y a moyen de le trouver peut-être encore moins cher d'occasion. Ceux qui aiment bien faire travailler les secondes mains. Bon, du coup, c'est un film, pour revenir à mes impressions sur ce film, c'est un film sur un film spatial dont l'enjeu est de sauver l'humanité. Mais tout comme plus ou moins tous les films de James Gray sont comme ça, hein, c'est un film qui est plus intimiste que ce qu'il ne veut paraître en fait. C'est-à-dire que l'enjeu principal c'est de sauver l'humanité, mais en fait la caméra, comme je l'ai vite fait dit, elle est collée à Brad Pitt quoi, parce que elle est collée au personnage de Roy McBride. Parce que c'est son odyssée à lui en fait, c'est son histoire personnelle et c'est vrai que du coup c'est... C'est Gravity. Voilà, mais oui mais non, comme diraient mes élèves, oui mais non. C'est collé à lui donc effectivement en ce sens ça ressemble à Gravity. Mais là, on est sur un aspect ultra psychologique. C'est-à-dire que il y a des scènes d'action, mais c'est pas le péril constant comme Gravity, où voilà, là, on est sur de l'action assez débridée. Donc du coup, si on part du prisme large, à savoir sauver l'humanité, le film fait plutôt chou blanc, hein, puisque c'est pas du tout spectaculaire. C'est assez contemplatif comme film, ça prend son temps. Même s'il y a quelques scènes d'action, j'ai envie de dire que sauver l'humanité c'est presque secondaire par rapport à l'enjeu individuel. C'est-à-dire que le film devient intéressant quand on prend le prisme en jeu du personnage de Brad Pitt. Sinon, toi, Armageddon, pour voir. Oui, mais Armageddon, là encore, c'est du grand spectacle. Mais voilà, c'est un film. À qualité médiocre aussi. Oui, alors là, oui, là c'est Mais c'est fin des années 90, Voilà, c'est dur.
Je pense pas que les membres de la NASA, voir une navette se poser sur une astéroïde, ça a dû. Il y en a pas mal qui ont dû se En train de retourner. vomir dans les toilettes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, c'est un film. Voilà. Ouais, après, ouais, clairement, on n'est pas sur un film novateur, hein, ça réinvente pas, ça invente clairement pas l'eau chaude. Mais le personnage de Brad Pitt reste attachant. Et puis bon, c'est l'acteur, il venait de sortir de Once Upon a Time in Hollywood, il était en pleine bourre, donc tout ce qu'il faisait, c'était la classe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que même dans un film moyen, il sort quand même du lot parce qu'il a cette façon un peu de jouer. Mais ça a été un peu toujours les trucs rapides. De temps en temps, il fait des films moyens comme ça. Les derniers que je m'ai mis dans la liste à regarder, Bullet Train, il paraît qu'il fait l'affaire, quoi. Ça tourne bien, etc. Donc non, je suis pas... Ça m'étonne pas des Brad Pitt. Il est producteur du film. Il touche à tout, quoi. C'est ça, touche à tout et il touche plutôt bien. Bon, clairement, hein, si on enlève Brad Pitt, si on met un acteur un peu plus moyen, compliqué. Ouais. Là, ça tient parce que voilà, il y a la gueule de Brad Pitt. Enfin, voilà. Donc du coup, je reviens à ce que je disais, hein, donc c'est l'odyssée d'un homme qui s'exclut volontairement de l'humanité et qui se retrouve à devoir la sauver, donc c'est quand même assez paradoxal. Mais son voyage aux confins du système solaire, au fur et à mesure, lui ouvre les yeux, sur l'adage simple, hein, c'est que le bonheur est simple, il suffit de s'y ouvrir, quoi. Il faut pas si on se retire de l'humanité, on peut pas vivre correctement, bien du moins. C'est un personnage son personnage est très marqué par l'abandon de son père, sa mère qui est morte d'une longue maladie. Donc c'est quelqu'un traumatisé par la vie en fait et qui se protège, qui a fait sa carapace. Mais ça, le film c'est ça, c'est un aller-retour où il y a une prise de conscience, une sorte de psychanalyse au travers de ce voyage. Mais c'est pas le côté le plus intéressant que j'ai retenu. Moi, ce qui m'a titillé en fait, c'est déjà la mise en scène de certaines scènes, notamment la scène sur la Lune où il y a une course-poursuite de rover. Dit comme ça fait bizarre. Mais en fait, il faut savoir que, et j'en parlerai juste après, en fait, ce qui est vraiment... moi, ce qui m'a beaucoup plu, j'allais dire extraordinaire pour moi, on va dire, c'est le background du film, en fait. C'est-à-dire que l'univers dans lequel évoluent les personnages, donc on est centré sur Brad Pitt, mais on a des bribes de qu'est-ce qu'est ce futur proche. Et en fait, on avait plutôt l'habitude, quand on avait un film de science-fiction où l'homme a réussi à conquérir l'espace, c'était quand même plutôt assez souvent positif, la plupart du temps. Où les humains de la Terre étaient plus ou moins ensemble. Oui, bon, après, il y a plein d'autres exemples, hein, mais globalement, je parle globalement. Là, on est sur un côté un peu plus dépressif du progrès. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a conquéri l'espace, l'utopie ne s'est pas créée, en fait. L'utopie ne s'est pas créée. On est dans un monde où les ressources sont rares et où donc il y a des zones, en gros, il y a des zones sécurisées. Et il y a des zones, par exemple, quand ils arrivent sur la Lune, il y a la voix du vaisseau qui dit attention, restez bien dans les zones sécurisées, puisque la Lune est sans frontières. Mais c'est vrai qu'un peu la tendance générale, il n'y a pas tout, ça m'a bien en tête à plusieurs des autres. On ne va pas réunir, sinon on pourrait rester ici dans longtemps. C'est qu'un peu la tendance, c'est à les futurs proches. Au moyen proche dans la Terre, c'est de la dystopie. Donc, c'est la catastrophe, tout c'est de la merde. Et les futurs proches, on est part de l'espace. Il y a un certain côté bon enfant. Moins dystopique, on va dire.
Mais quand même, peut-être en film, j'ai moins d'exemples, même si certains qui me viennent en tête. En bouquin, c'était déjà traité et archi-traité. Moi je parle de films. Ouais. Je parle de films, bon, sachant que dans le côté un peu voilà, dystopique de science-fiction, il y avait Interstellar, clairement, qui est une dystopie. Avec un espoir, mais voilà, le début du film. L'être d'être un futur dystopique, ça ne veut pas dire qu'il est. Voilà, le début d'Interstellar, si on s'arrête là, on se tire tous une balle et c'est fini, quoi. Ouais, du coup, voilà. Et donc, on est dans un univers quand même assez violent, où par exemple, il y a une zone, clairement, sur la Lune, il y a une zone de guerre, quoi. Il y a une zone de guerre où il y a des pirates, où il y a les pays qui se font la guerre pour des ressources. Ils font des courses-poursuites en revers sur la Lune. Voilà, et donc, parce qu'il quand il a dit comme ça, ça fait bizarre, pas envie, hein. Ça fait pas envie. Ça fait bizarre, mais la mise en scène de cette scène, elle est juste exceptionnelle parce que il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs choix, ouais, je vais pas dire originaux, mais il y a plus. Par exemple, il n'y a pas de son. C'est-à-dire qu'il y a une course-poursuite, mais on est dans l'espace. C'est-à-dire que c'est pas film américain, c'est la course-poursuite. On entend juste le son à l'intérieur du casque, quoi. Ouais, les coups de feu, on les entend pas, les percussions, on les entend pas. Mais encore une fois, c'est déjà vu. Oui, c'est du déjà vu, mais dans le... Au moins, au moment où sort ce film-là. Avant, 10 ans avant, non. Oui, non, on est d'accord, ça invente, j'ai dit, hein, ça invente pas l'eau chaude, mais j'ai trouvé le lore et ce genre de choses vraiment, vraiment bien. Donc, on vit le truc, et en même temps, ça se veut réaliste dans les sons. Pas de musique excessive, pas de... Quand il y a une explosion, on ne l'entend pas puisque c'est l'espace. Il y a la gravité, ça joue un peu avec la gravité. Ouais, il faut jouer un peu les côtés scientifiques-réalistes. Voilà. J'avais vu, je me souviens plus, j'avais vu quelques vidéos où il y a un peu contré toute cette partie-là scientifique. Oui, bon, après, pour des vrais, je m'en fous un peu. Ça se veut réaliste, mais après... Ouais, ça m'en fout un peu, c'est comme... Certains, sur les films Nolan, ils cherchent aussi un peu les tours d'effort qu'ils essaient de faire de la science-fiction réaliste, etc. Je m'en bats les steaks. Oui, non. Là, après, ça reste un film. Hein. Il faut pas non plus. C'est comme moi, j'avais vu à l'époque, quand ils ont sorti Gladiator, j'avais vu des historiens qui disaient oui, mais dans les combats à l'épée, ils ne pouvaient pas faire ce pas-là parce que c'est un pas d'escrime qui date du XVIe siècle. Ouais, non, bon, ça reste un film, il faut prendre pour ce qu'il est aussi, quoi. Donc, voilà, on est dans une société aussi... Moi, j'ai beaucoup aimé le lore, en fait, même si c'est pas original. Dans le film, je trouvais que ça marchait vachement bien, puisqu'on est dans une société un peu cynique. Hein. Par exemple, les astronautes qui sont en mission pour aller sauver l'humanité. Pour aller de la Terre à la Lune, ils prennent une compagnie aérienne. Ils prennent une compagnie aérienne où il y a des hôtesses de l'air. On voit à un moment, on voit le personnage de Brad Pitt dire je voudrais le pack oreiller couverture. Et l'hôtesse de l'air qui dit oui, ça fera $125. Donc le côté vraiment consumériste à mort, même sur un voyage où le gars part sauver l'humanité, on lui fait payer la couverture, le coussin. C'est assez bizarre. Quand il arrive sur la station lunaire, on voit que le capitalisme a mort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Subway, il y a DHL. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, voilà, c'est là encore pas original, mais dans l'ambiance du film, je l'ai trouvé pas mal. Parce que là, tu vois, tu me dis ça, et dans un contexte complètement différent, ça m'a fait penser au 5e élément. Oui, ouais, non, mais il y a ça. Hein. On est d'accord. Mais voilà, le film m'a plu. Le film m'a plu, mais je reconnais qu'il a des défauts. Il a des défauts, mais ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné. Écoute, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Grand réseau. Parce que là, on dépasse le temps. Ouais. J'avais noté quand même une petite citation du personnage de Brad Pitt où il dit que tous les espoirs du voyage spatial ont été défigurés par des distributeurs de boissons et des marchands de t-shirts. Donc j'avais trouvé ça cool, voilà, le
petit clin d'œil à la société. Après, il y avait une scène, il y a la scène dans la station, alors je ne sais plus si c'est danoise ou norvégienne, mais c'est un pays du Nord, où en fait ils vont entre la Lune et Mars, ils sont amenés à aller faire une mission de sauvetage dans une station. Et quand ils arrivent, la station spatiale est déserte. Ils ne trouvent pas malgré le message de SOS, il n'y a personne. Et donc ils déambulent dans la station spatiale. Il y a un petit côté, voilà, là encore pas original, un petit côté, petit rappel à Alien, voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, au détour d'un couloir, il tombe sur, parce qu'ils sont deux à rentrer dans la station, il tombe sur son collègue qui est pris de spasme, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Bon, je laisse voir à ceux qui voudront le voir à quoi c'est dû, mais voilà, petit rappel à un film Alien, au beau milieu d'un film contemplatif, j'ai trouvé ça cool, bon, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, et après, quand il arrive sur Neptune, il y a tout le désespoir d'être seul parce que ça fait 79 jours qu'il est seul. Il devient à la limite de la folie, la solitude le pèse. Il y a une scène finale où quand il repart sur le vaisseau, il passe à travers les anneaux de Neptune qui est assez spectaculaire. Bon, ouais, je ne vais pas dire spectaculaire, mais qui fait son petit effet. Bon, c'est pas un film haletant. Clairement, et c'est pas le but de James Gray d'ailleurs, hein. C'est un film assez contemplatif où voilà, c'est un aller-retour entre la Terre et Neptune qui fait où le personnage se remet en question et en même temps sauve l'humanité tout en se remettant en question. C'est Brad Pitt quoi. Ben voilà, Brad Pitt en faisant des Brad Pitt. C'est ça. Ben, mais voilà. Moi je n'ai pas vu le film, hein. Donc je commence par là. Donc, toutes les critiques que j'ai vues à côté. Et malheureusement, ou peut-être, c'est ceux qui n'ont pas pu les vendre, etc. La bande-annonce, ça ne m'a pas vendu du rêve. Ça que j'avais vu, tout, il m'a fait comparer à Gravity après de son film. Alors oui, mais il est arrivé au mauvais moment. Même dans les pitchs, il veut raconter une autre histoire, mais si on enlève les côtés allaitants, si on enlève les côtés, etc., c'est Gravity, c'est quoi? C'est une caméra qui suit Sandra Bullock dans son périple. Oui, clairement. Là, c'est une caméra qui suit Brad Pitt dans son périple dans l'espace. On est d'accord. Donc, sur un autre contexte, etc. Donc, je vais quand même donner l'opportunité, donc c'est par rapport à ça que tu Après, as parlé. je vais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à comment il a été vendu et tout ça. Il faut savoir que en fait, la production du film est tombée en plein à cheval sur le rachat de la 20th Century Fox par Disney. Et apparemment, Disney, quand ils sont arrivés, ils ont imposé des reshoots au film. Parce que apparemment ça n'allait pas. Ils ont rajouté d'ailleurs, parce qu'il y a une voix off, c'est Brad Pitt qui raconte en off certaines choses, et ça c'est Disney qui l'a imposé au réalisateur qui ne voulait pas du tout ça à la base. Ouais, mais bon, ça c'est tellement Disney. Ils lui ont enlevé la main sur le Final Cut, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a coupé le film. C'est-à-dire qu'il avait un projet. Puis quand Disney est arrivé, ils ont dit bon tu refais des reshots et c'est pas toi qui montera le film, qui montera le film. D'un coup, ça m'a donné encore moins envie de le voir. Voilà. Malgré tout, il y a des voilà, c'est pas le film de l'année, clairement, c'est pas le film de l'année de 2019, c'est pas un film qui chamboule le monde du cinéma. Mais on y passe un bon moment. Non, mais moi c'est curieux parce qu'en général, Brad Pitt, le réalisateur, je connais à peine, donc je ne veux pas juger. Brad Pitt, en général, ça qui fait, même dans les pires, au moins, ça tient la route. Tu peux arrêter, tu passes un moment. Même dans ces pires rôles, donc c'est déjà des films en général. Vraiment, à Astra, ça m'a complètement sorti du radar. Après, voilà, moi j'ai pas regardé de bande-annonce, rien. Moi régulièrement, oui, parce que c'était un genre de film que ça qui parle, ça m'appelait, quoi. Ça m'a dit quelque chose, mais ça m'a pas attiré. Quoi. Toutes les comparaisons, quand j'avais vu Gravity, quand je voulais les images de l'autre, est-ce que les bandes-annonces, il a voulu jouer sur ce parallélisme, il les montrer je sais pas. Après, moi j'ai du mal maintenant à regarder les bandes annonces parce que
trouve qu'au final, soit ça te spoil la moitié du film. Ça dépend. Il y en a des bonnes encore. Il y en a des bonnes, mais je regarde plus trop. Bon après là, voilà, c'est l'occasion qui a fait le larron, hein. C'est-à-dire que peut-être que je l'aurais pas acheté, c'est pas un film que j'aurais acheté, là c'est Amazon Prime qui me l'a proposé. Ouais. Mais d'un coup, tu vois, les notes générales qui est dit par rapport à ça que tu me dis, etc. En 6 sur 10, ça m'a rassemblé juste quoi. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'est un film qui méritait 18 ou quoi, hein. Mais perso, c'est un film qui est moyen, qui a des défauts, mais devant lequel, selon tu as passé un bon moment, tu as pris un bon film, ça t'a parlé. Qu'on aime bien, parce que bon, voilà, c'est vraiment quand même contemplatif, hein. Il y a 2-3 scènes d'action, c'est tout. Moi, je sais que là, je suis dans une période où j'aime bien les trucs qui prennent du temps. J'aime bien, par exemple, la série du Seigneur des Anneaux, donc peut-être je parlerai la prochaine fois. Mais j'aime bien les trucs où... Mais là, on aura à quoi parler. Ouais. Il sûrement ne sera pas d'accord. Ouais, non, mais après, moi je suis plutôt bon public. Après, mais moi aussi, je sais reconnaître. C'est pas pour être un bon public que tu ne peux pas être critique. Hein. Ah oui, non. Mais là, je reconnais parfaitement que le film a des défauts. Des gros défauts. Non, mais avoir les films à défauts, il faut. Ça, c'est un peu le truc qui s'arrive à général. Parce que, par exemple, Gravity, il a été monté au dernier degré, disant que c'était un chef-d'œuvre, etc. C'est un très bon film. Un chef-d'œuvre pas convaincu. Pas convaincu. Moi, je trouve qu'Interstellar, pour un film récent, hein, Interstellar est beaucoup plus marquant que Gravity quand même. Ouais. C'est pas même du tout avec le ça, même on style pourrait de changer film, hein, parce mais, que aussi il y a les beaux, les défauts et les compléments de Nolan. Donc, oui, on est d'accord. Un réalisateur que j'adore, le film n'est pas exempt de défauts, mais il prend au triple quoi. Ah oui, non mais c'est un combo, mais oui, d'accord. Un truc à rajouter? Non. Hormis qu'on a pété les scores déjà sur les premières, donc on s'avait dit de faire entre 10 et 15 minutes chroniques. Non. Non. On reverra notre copie pour la prochaine. Ouais, mais le but, c'est de discuter, de parler. Tout à fait. Mais bon, c'est dans la logique de la durée. Peu importe, on s'en fout. L'important, c'est de faire un bon moment. En tout cas, voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les formats, ça qu'on fait. Dans les prochains, on vous expliquera, pour ceux qui ne comprennent pas la référence en Gérard dans l'abîme, je pense qu'il n'y a pas à l'expliquer. Bon, après, il suffit de chercher sur Google, hein, au pire. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont curieux. En tout cas, on se reverra d'ici un mois. On continuera à vous proposer des chroniques, des capsules, etc. Et bientôt sur des autres choses. Sur ce, merci à tous qui sont arrivés à écouter l'heure et demie que ça va durer tout ça. Et on se voit la prochaine fois. Et la phrase, je m'en souviens absolument pas. Tu t'en souviens pas? Bon, c'est plus ou moins la suite de la situation. Hein. C'est pour vous dire au revoir. On vous dit, n'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est strictement ça. Et l'abîme pour nous, c'est tout ça qu'on vient de vous présenter. Ouais. Bon. Et le fait aussi de dépasser le temps allègrement. C'est l'abîme. Bon, merci à tous pour être là et à la prochaine fois. Au revoir. Ciao.